Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est focalisé sur une étude qu'on vient donc de sortir au niveau de Carte ONG. Ça s'appelle Changer de perspective pour une approche locale de la donnée. Je vous la montre si vous ne l'avez pas encore vue, mais on repartagera le lien aussi dans le chat. Mais j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette étude vous a intéressé. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter un peu les grands axes de cette étude et également de s'assurer qu'on démarre une conversation autour de tout ça, parce que cette étude présente plein d'idées intéressantes, mais l'idée, c'est aussi qu'elle soit mise en pratique au niveau du secteur dans les mois et années qui viennent autant que possible. Et donc, pour ça, on a vraiment prévu que ce soit surtout tourné vers un débat, une discussion avec un certain nombre d'acteurs qui sont ici présents avec nous et qui interviendront autour d'un certain nombre de questions. Et ce qu'on vous propose, c'est de commencer peut-être un petit peu par vous présenter ces différents intervenants. Donc, je vais laisser la parole. Donc, peut-être pour me présenter moi, donc Maître de France, moi je suis donc responsable des programmes à Carte ONG et je passe la main à mon collègue Martin, qui est l'auteur principal de l'étude. Bonjour à toutes et tous, donc Martin Noblecourt. Moi, je suis un des responsables de projet de Carte ONG. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est cartographie participative et notamment OpenStreetMap sur ces dernières années pour Carte ONG. Et donc, à ce titre-là, je suis un des spécialistes, si on peut dire, des enjeux d'acteurs locaux. Et donc, comme l'a dit Mev, j'étais avec mon collègue Christophe Rodier, qui n'est pas là aujourd'hui. On est les deux principaux auteurs de l'étude. Donc j'ai fait notamment toute la partie revue biblio et rédaction finale et Christophe a plutôt géré la partie entretien et questionnaire. Merci Martin. Et donc, je propose aux autres intervenants de se présenter. On peut peut-être commencer avec Rima Hidi de Fast Tunisie. Donc, bonjour à tous, je me présente en Kélim Hadidi, coordinatrice de projet au sein de FAS Tunisie. Donc, FAS Tunisie est la fondation Agir contre l'exclusion. Donc, c'est une association créée en Tunisie depuis 2012 et elle lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimination. Merci Rim. Lamine, est-ce que vous voulez prendre la suite? Ok, bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Lamine Diaye. Donc je suis membre de la communauté OpenStreetMap Sénégal, en même temps membre du conseil d'administration de HOT. Merci. Merci Lamine. À côté groupe URD, Véronique et Thomas. Oui, bon. Bonjour, donc je suis Véronique de Geoffroy, je suis la directrice générale du groupe URD. Le groupe URD est un think tank qui est spécialisé sur les enjeux de gestion des crises et des fragilités. Et on travaille sur différentes thématiques, dont le sujet de la localisation de l'aide. Merci. Bonjour, donc moi c'est Thomas Foin, je suis chargé de recherche, d'évaluation et de formation au groupe URD et je m'intéresse notamment aux enjeux d'approche territoriale et de localisation. Voilà. Merci Thomas. Et Martin Gallard cette fois. Donc on a deux Martins aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Martin Gallard, chef de projet partenariat et localisation pour Terre des Hommes Lausanne, ONG de Suisse de protection à l'enfance. Je travaille sur tous les outils que Terre des Hommes utilise et aussi la politique de localisation et les relations partenariat pour Terre des Hommes à l'international, en particulier avec nos partenaires locaux. Voilà, merci. Merci Martin. Je vais laisser la parole à Martin. Martin, tu veux que je présente les slides ou tu veux le faire? Je pense que je peux les présenter toi, oui. Ça me va, comme ça tu gardes la présentation. Parfait. Donc, je vais te demander déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel cadre cette étude a été réalisée?
Donc effectivement, Cart2NG travaille depuis plusieurs années sur un projet notamment soutenu par l'Agence française de développement qu'on remercie au passage sur la montée en capacité du secteur humanitaire et du développement et notamment des ONG francophones autour des enjeux de gestion de données et notamment de données programmes. Dans ce cadre-là, on avait fait en 2020, au démarrage de ce projet soutenu par l'AFD, une étude un peu structurante, si on peut dire, qui s'appelait Les données programmes, le nouvel Eldorado de la solidarité internationale. Donc, on vous enverra le lien, c'est pas obligatoire de la lire, mais ça donne un peu le cadre de référence dans lequel on a réfléchi à c'est quoi les enjeux, c'est quoi les outils, c'est quoi en fait le secteur de la gestion des données dans le milieu donc, de la solidarité internationale au sens large. Dans le cadre de cette étude, en 2020, on avait identifié à ce moment-là un angle mort, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas bien travaillé à l'époque, c'était la prise en compte justement des acteurs locaux. Donc, ce qu'on a creusé dans notre étude de cette année, notamment du fait que, comme on explorait vraiment d'un point de vue réflexif cette question pour la première fois, qui existe depuis longtemps, la question des données, mais qui n'avait pas vraiment été étudiée en tant que telle, on n'avait pas la capacité de faire quelque chose de vraiment exhaustif et donc on s'était plutôt concentré sur les partenaires directs du projet à l'époque, qui étaient plutôt des ONG internationales. Et donc là, on a voulu se remettre à l'ouvrage sur cette nouvelle étude pour aller travailler cette question-là. Donc pour notre étude de cette année, l'étude sur l'approche locale de la donnée, on a repris une méthode assez classique, hein. Donc, en termes de sources, on a à la fois une assez grosse revue de documentation internationale, puisqu'en fait, il y avait assez peu de sources francophones sur le sujet. Donc, on s'est appuyé sur le travail d'assez nombreuses ONG ou organismes de recherche, notamment voilà, sur des champs assez variés, hein, qui vont de la question des données en tant que telles, de l'humanitaire, des statistiques, etc. On a aussi fait une enquête auprès de notre réseau d'OSC francophones, donc à la fois du personnel local et au siège, des entretiens en direct avec certaines organisations, un petit atelier spécifique pour les spécialistes issus des communautés OpenStreetMap, qui sont souvent des interlocuteurs locaux assez clés, et un atelier avec la communauté de pratique qu'on anime avec des ONG francophones. Euh, et peut-être juste un petit mot pour conclure sur le cadre de l'étude, sur les limites qu'on a bien identifiées sur ce travail, hein, qui est vraiment un premier travail. Donc, d'abord, c'est un sujet assez récent sur lequel on n'a pas forcément une visibilité importante en termes de travaux de recherche. La revue documentaire donc, a été forcément limitée de ce fait, notamment en français. L'échantillon de l'enquête était aussi un petit peu réduit puisqu'on a essayé de diffuser dans nos réseaux partenaires, mais on ne pouvait pas toucher tout le monde, évidemment. Et last but not least, on est quand même sur un point de vue qui est situé quand on est Cart2NG, qu'on fait une étude sur la localisation. Évidemment, Cart2NG, c'est une OSC qui vient de ce qu'on pourrait appeler les pays du Nord. Le personnel de Cart2NG, dont moi-même et Christophe, on est essentiellement occidental, français en l'occurrence. Donc, ça situe un petit peu quand on est dans ce dialogue-là. Donc, on a essayé évidemment de s'ouvrir à des sources du monde entier. C'est aussi l'idée de ce webinaire aujourd'hui, mais c'est important de le reconnaître en préliminaire. Et aussi de dire que justement, l'idée, et on le dit bien dans l'étude, c'est que on déblaye en fait ce sujet qui est abordé pour la première fois, parce que c'est un peu le boulot de Cart2NG aussi, hein, d'aller réfléchir à des questions qui n'avaient pas été réfléchies jusqu'à présent. Mais on espère vraiment qu'après, des acteurs plus internationaux, venant plutôt des pays du Sud, pourront s'emparer de ce sujet et le faire vivre, que ce soit pas que un sujet Cart2NG. Merci d'être honnête sur les biais associés. On espère en effet que ce webinaire aidera à déclencher ces discussions. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur ce dont on parle dans l'étude, donc la question de la localisation et de la gestion de données, et également quels sont les acteurs qui sont concernés enfin, qui ont un rôle à jouer en fait d'une manière ou d'une autre autour de la donnée locale. Alors, donc, l'étude se situe un peu dans le cadre de ce qu'on a appelé la gestion de données programme, donc dans le cadre du projet Cart2NG. Donc, c'est un peu le champ qu'on pourrait appeler en anglais Information Management, hein. Donc, c'est quelque chose, je pense, que tous les professionnels du secteur connaissent assez bien. C'est un champ qui a la connexion d'autres champs, donc tout ce qui va être les systèmes d'information, l'informatique en général. En français, on dirait aussi tout ce qui est NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En anglais, on pourrait dire aussi ICT4D, qui est un champ aussi un peu proche, mais qui n'est pas exactement la même chose. Donc, on est à la croisée de tous ces différents champs professionnels qui tournent autour de la donnée. On a essayé d'avoir une vision un peu large là-dessus. On n'a pas été trop restrictif et on pourra en reparler d'ailleurs dans la suite de la présentation. Et donc, l'idée, c'est d'explorer le croisement entre cette gestion de données et le point de départ, c'était le concept de localisation de l'aide. Donc, je vous ai mis un petit paragraphe de Tufts University sur justement la définition de la localisation
qui, comme vous le voyez, c'est un concept qui est en fait assez vague, qui inclut quelque chose qui est de l'ordre de la transformation et des réformes du système humanitaire vers plus de prise en compte des acteurs locaux et des acteurs humanitaires locaux quand on parle d'humanitaire, mais qui est encore assez flou. Le concept, il a été formalisé en 2016, notamment au sommet mondial de l'humanitaire, le fameux Grand Bargain. Et depuis 2016, en fait, il est au centre de beaucoup de conversations. Après, ce qu'on voit, en fait, quand on fait un peu une revue plus générale sur les enjeux de localisation aujourd'hui, c'est déjà le constat d'une lenteur des progrès sur la localisation. Donc ça, c'est pas moi le meilleur spécialiste, mais tout le monde le dit, du fait, voilà, de différentes barrières structurelles malgré les intentions. Aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer, et on pourra en dire un mot, mais on estime qu'il y a moins de 3%, avec voilà, des volumes souvent inférieurs, même des financements qui vont en direct aux acteurs locaux, encore dans le système global de l'aide. C'est quelque chose qui est en plus difficile à mesurer, voilà, avec des biais, on en parle aussi dans l'étude sur la mesure des niveaux de financement d'ailleurs. Et il y a même en fait aujourd'hui une tendance que je vais pas développer, mais qui est développée dans l'étude sur ce qu'on pourrait appeler le localisation washing, donc avec en fait un impératif de promouvoir des acteurs locaux qui peut conduire en fait soit à promouvoir les plus gros acteurs locaux au détriment des acteurs les plus locaux, soit même de faire des apparences de participation, etc. Un autre point qui est assez important, c'est on a voulu faire un petit paragraphe sur la question localisation ou décolonisation. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus général que sur la question de la localisation autour de la donnée, mais ça nous paraissait important de l'adresser aussi. On fait référence à plusieurs articles d'illustration, là on vient notamment de The New Humanitarian, qui ont bien posé les cadres du débat là-dessus. En fait, ce qu'on voit, c'est quand on parle de localisation et de décolonisation, il y a un peu deux conversations qui se croisent sans vraiment se rencontrer. Côté localisation, on va avoir une discussion technique sur en fait comment améliorer l'aide à travers la prise en compte des acteurs locaux. Côté décolonisation, ça va plutôt être une forme de conversation plus morale sur les dynamiques de pouvoir géopolitique qui ont conduit des pays à avoir besoin d'aide en premier lieu. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime de questionner. Ça peut paraître un peu théorique, mais en fait, on donne quelques exemples dans l'étude. Cette question de la décolonisation, elle a des implications pratiques, y compris quand on réfléchit sur les questions de données. Donc, par exemple, un exemple qui est assez classique, c'est sur la question du consentement à la collecte de données des populations avec qui on travaille. Une autre question qu'on présente, c'est par exemple la question des formats et des outils propriétaires, qui est quelque chose qui peut être, quand on utilise des systèmes propriétaires, qui peut être très bloquant dans pas mal de contextes et qui entraîne en fait une forme de domination à travers les outils techniques. Voilà, donc, c'est des sujets qui sont assez complexes, qui dépassent de beaucoup la question des données, mais on a essayé de les intégrer aussi dans l'étude. Je ne sais pas si tu voulais aussi parler un petit peu des acteurs avant, Martin, ou on Non, ça enchaîne. sera plus après, du coup. Ouais. D'accord. Ok. Et peut-être juste pour préciser que je pense que le groupe URD rajoutera un petit peu des compléments sur certains aspects en lien avec la localisation tout à l'heure. Donc, je vais passer à ma question suivante pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de la gestion de données programme dans toutes ces discussions autour de la localisation et dans la mise en pratique de cette approche un peu localisée sur les données? Alors, un des points d'entrée qu'on a pris là dans notre étude, c'était de dire il y a beaucoup de travaux autour de la localisation qui impliquent de partir de la notion de demande locale, ce qui est assez logique, hein. Quelles sont les attentes des acteurs locaux? Et comment ça se retranscrit en fait sur la question de la donnée. Et en fait, ce qu'on voit, et c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté dans l'étude de 2020, c'est qu'en fait, et ça ressort d'enquête, bien souvent, les données collectées, elles le sont plutôt pensées pour une idée de redevabilité pour les financeurs de projets, plus que sur les besoins des acteurs locaux et a fortiori des populations locales. Donc, tout ça, c'est dans un système qui aussi produit des biais de représentation. Donc, je le mentionnais, on a cité dans l'étude un travail que j'ai trouvé hyper intéressant d'une ONG qui s'appelle Development Initiative, qui a travaillé sur comparer, par exemple, le reporting IATI. Donc, vous savez, c'est ce grand reporting international sur l'aide au développement et sur lequel on base d'ailleurs les chiffres de la localisation notamment. Et en fait, ils ont comparé le reporting Yati avec les sites rep d'OCHA, qui est donc beaucoup plus sur des acteurs de terrain, pour voir en fait dans quelle mesure les acteurs locaux, qui en fait sont assez présents dans les sites rep d'OCHA, sont complètement absents du reporting Yati. Donc en fait, même la vision qu'on a du secteur à travers les données est biaisée à cause de ça, sachant que même les sites rep d'OCHA ils le voient, sous-représentent déjà les acteurs locaux, alors qu'au moins ils les prennent en compte. Ça reflète aussi un manque de reconnaissance globale des acteurs locaux.
et c'est quelque chose qu'on voit même avec les acteurs officiels. Donc, un autre exemple aussi, c'est il y a une étude qui a été faite auprès des instituts nationaux de statistique des pays du Sud, donc qui sont les acteurs de référence gouvernementaux dans leur pays. Et en fait, cette étude a montré que pour ces INS locaux, en majorité assez large d'entre eux, leur principal usager, en fait, c'est pas leur gouvernement qui est leur tutelle, c'est pas la société civile, les acteurs locaux, c'est les acteurs internationaux et notamment les bailleurs de fonds qui contribuent pour une part importante de leur financement. Donc avec il y a, voilà, un rapport de pouvoir qui est complètement inversé là-dessus. Et on a aussi un enjeu donc, qui est directement lié à ça, hein, pour les INS, mais aussi pour tous les autres acteurs, une question autour de la capacité des acteurs, avec un sous-investissement chronique sur ces questions, de manière générale, de capacité, on va dire un peu d'outils support, de fonctions support des acteurs, mais qu'on retrouve notamment sur l'enjeu de la donnée, l'enjeu du suivi et évaluation, qui est un enjeu connexe, hein, évidemment, assez lié. Donc, cette question de sous-investissement, elle est généralement identifiée par les acteurs et on le retrouve, hein, nous, dans l'enquête qu'on a fait sur les questions de données en particulier, comme la première barrière, en fait, avec une vraie contradiction, en fait, aujourd'hui, avec le système de redevabilité, c'est-à-dire que dans le cadre des politiques de localisation, les bailleurs vont dire, ah ben, il faut qu'on distribue plus de financement aux acteurs locaux. Et en même temps, ils ont les mêmes exigences de redevabilité que pour les acteurs internationaux qui, depuis des décennies, ont mis en place tout un système assez lourd et d'ailleurs assez bureaucratique autour de cette redevabilité. Donc en fait, c'est un peu la quadrature du cercle pour les acteurs locaux à qui on ne donne pas de moyens pour se dimensionner, pour répondre à ces exigences de redevabilité et qui en même temps, à qui on demande de réceptionner plus de financement dans le cadre d'une politique globale. Donc on le voit, tout ça, ça connecte à des enjeux de répartition du pouvoir dans le système humanitaire, hein, y compris sur nos enjeux de données qui peuvent paraître assez petits par rapport à toutes ces grandes questions. Et on l'a trouvé d'ailleurs, y compris dans l'enquête qu'on a fait, là, c'est le graphique que vous avez là, où en fait on a demandé aux acteurs internationaux, donc qui ont bien voulu répondre à l'étude, quelle liberté ils laissaient aux partenaires locaux sur la gestion de la donnée. Et les résultats sont assez révélateurs parce que on parle à des gens qui, en fait, puisqu'ils ont répondu à l'enquête, sont naturellement intéressés et enclins à cette question de localisation de données. Et en fait, on voit bien que la liberté qu'ils laissent à leurs acteurs, elle est d'autant plus grande qu'on est sur des aspects plutôt opérationnels et techniques. Et par contre, dès qu'on va sur du stratégique, notamment le choix des indicateurs, ils leur laissent moins de liberté. Alors que pourtant, ce sont des acteurs qu'on pourrait considérer comme plutôt intéressés par le sujet. Merci Martin. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire quels sont, selon toi, à la fois les défis que peuvent rencontrer certains acteurs dans une approche locale de la donnée et aussi qu'est-ce que ça peut nous apporter, donc les opportunités que ça amène au secteur? Alors, bon, c'est évidemment très résumé, hein, mais globalement, au niveau des défis, je l'ai déjà un petit peu dit, on a un premier défi de montée en compétences et de renforcement de capacité des acteurs. On a cité notamment dans l'étude une enquête de TechSoup, qui est une ONG internationale qui fournit des logiciels, en fait, notamment à plein d'acteurs à travers le monde. C'est le screenshot que vous avez. Et en fait, cette enquête, elle montre bien un besoin de monter en compétence sur tous les axes du numérique et notamment de la gestion de données, que ce soit la collecte, la gestion, l'analyse, le partage, etc. À côté de ce besoin de monter en compétences exprimé par les acteurs locaux assez global, il y a aussi des problématiques d'équipement. Donc, il faut toujours garder en tête, puisqu'on a vite tendance à l'oublier, hein, à l'accès Internet, l'accès au logiciel, etc. On a aussi, et ça reboucle avec ce que je disais en introduction sur l'aspect décolonisation, un défi à garder en tête que de ne pas mettre en place un système qu'on pourrait appeler de colonialisme des données. Je reprends le terme de certains acteurs. Pour vous donner un exemple simple, hein, aujourd'hui, on le sait très bien, on a une domination assez forte de tous les grands acteurs multinationaux type GAFAM qui entraînent une captation des données internationales très forte, concentrée dans les pays du Nord. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve plus spécifiquement dans notre secteur de la solidarité internationale, par exemple avec le choix des indicateurs. On a des grands débats dans certains secteurs comme la santé sur des indicateurs internationaux qui sont vus comme dictés par rapport à des critères du Nord et qui ne sont pas adaptés au contexte de terrain. Autre sujet vu et revu, il y a la question des biais dans les outils comme les outils d'IA, par exemple, de reconnaissance d'images satellites, en fait, qui sont calqués sur des modèles, encore une fois, construits sur des pays européens ou les États-Unis. Ou encore un autre exemple que j'ai trouvé intéressant, vu qu'il me parle beaucoup, c'est la question de fonctionnement de l'écosystème OpenStreetMap, avec une double dynamique complètement contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir effectivement un entrisme assez fort d'acteurs privés, type Facebook, Apple, etc., donc qui amène une vraie domination en fait de ces acteurs internationaux dans le champ parce qu'ils
ils influent avec plein de contributeurs payés qui font rentrer dans le champ. Et en même temps, ces acteurs, dans le même temps, ils rétribuent plein de contributeurs qui viennent plutôt de pays du Sud. Et qu'il y avait une vraie diversité en fait dans le panel de contributeurs qui était historiquement plutôt occidental d'OpenStreetMap. Donc on voit que les dynamiques, elles sont pas noir ou blanc en fait généralement, elles sont assez complexes. Un autre point qu'on voulait mettre en avant dans les défis, c'est de vraiment réfléchir en termes d'écosystème de la donnée. Donc ça, c'est un terme qui nous a bien parlé, avec effectivement la logique, bah oui, on a des OSC, une société civile, même des gouvernements qui sont en attente de capacité, de support et de formation. Et en fait, ils sont pas dans le vide, ces acteurs-là. Ils sont dans un écosystème qui inclut effectivement des prestataires, des partenaires. Donc, au niveau international, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est le rôle que joue, par exemple, CartoNG vis-à-vis de ses partenaires. Et il y en a d'autres organismes comme nous, type IMAP, Reach, MapAction, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui se développe au niveau local, avec ces acteurs de support qui peuvent être structurés en OSC, un peu comme CartoNG, dont c'est le cas d'OpenStreetMap Sénégal qu'on a invité. Mais ça peut être aussi des entreprises privées, des consultants individuels, etc. Sauf que cet écosystème-là, il est hyper variable selon les pays et il est en fait assez mal identifié et assez mal connu, y compris des acteurs locaux. Voilà. Et le dernier défi voulait mettre en valeur, c'est cette notion un peu de masse critique sur les projets qui est importante puisqu'en fait, au final, euh, on l'a vu, les acteurs locaux, ils ont besoin d'une forme de volume de projet suffisant pour se structurer à travers des outils, des staffs, etc. À côté de ces défis un petit peu globaux, on va dire, on a ouvert quelques axes de réflexion sur lesquels je vais revenir très rapidement, mais c'est plus développé dans l'étude. Donc, le premier, c'était la question de la gestion responsable des données. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler à CartoNG. On voit qu'il y a un sujet qui est encore assez mal compris et peu pris en compte, avec un besoin fort de formation des acteurs locaux, hein, c'est eux qui l'expriment, et aussi, c'est un des sujets où c'est le cas, mais c'est pas le seul, hein, une attente forte du rôle des acteurs étatiques, qui sont un acteur finalement qu'on traite assez peu à CartoNG, mais qui sur ce sujet est évidemment omniprésent, avec voilà l'exemple tout bête que dans ce qu'on appelle les pays les moins avancés, il y en a 43% seulement qui ont une législation de régulation sur la protection des données contre voilà 90% des pays européens par exemple. On a un autre sujet transverse qui est l'impact des autres inégalités. Donc voilà, je ne vais pas développer, mais il y a plein de travaux sur les biais de genre, par exemple, dans la gestion des données, sur l'impact de la fracture numérique, en fait, qui fait que certaines populations vont être sous-représentées quand on fait des études à travers les données. Autre enjeu, bah, l'enjeu environnemental du numérique. Donc, on en a pas mal parlé ces dernières années avec des enjeux qui connectent directement au secteur de la donnée. Donc, à la fois dans les conséquences, hein, et quand on parle de localisation, c'est assez tangible, c'est-à-dire que les conséquences néfastes du numérique, les mines de matières premières, les usines, les déchets, ils finissent souvent au sud et aussi des pistes de travail en fait sur la localisation, par exemple des infrastructures, des équipements, de la production, etc. Donc il y a un aspect assez tangible du numérique et de la donnée qu'on doit aussi garder en tête. Et le dernier, c'est l'enjeu démocratique, voilà, sur lequel je vais aller rapidement, qui est en fait le numérique, c'est un reflet de la société, donc on ne peut pas travailler uniquement dans notre coin en tant qu'acteur de la solidarité sans prendre en compte tous ces enjeux démocratiques qu'il y a derrière. Et enfin, on a terminé ce panorama un peu sur une logique de prise en compte des situations qui diffèrent selon les endroits. Donc, il y a évidemment la question du débat local versus international, hein, qui est un débat en soi dans la localisation, puisqu'on l'a vu, et y compris sur les questions de données, notamment avec les acteurs type communauté OpenStreetMap. L'acteur local, il peut des fois voir un organisme national comme tout aussi intrusif, voire plus intrusif qu'un acteur international. Il y a toujours la question très traditionnelle dont on essaye de s'extraire de l'humanitaire versus développement, qui est encore un peu présente, y compris dans l'approche sur la donnée. La question support versus métier, qui est quelque chose qu'on avait un peu tranché dans notre étude initiale en disant on s'intéresse uniquement aux données métiers, donc aux données sur les bénéficiaires, etc., sur les projets. Et en fait, on se rend compte que quand on prend l'axe acteurs locaux, cette limite, elle est beaucoup plus floue parce qu'en fait, le besoin de structuration, il est aussi interne chez les acteurs locaux. Des spécificités régionales, j'en ai déjà dit un mot, mais voilà, on a des écosystèmes qui sont très matures avec des spécialistes locaux, des acteurs supports, effectivement, de type voilà, CartoNG ou autres, ou entreprises privées, un gouvernement qui a parfois une stratégie numérique sur la donnée, open data, etc. Ça, c'est ce qui existe dans certains pays. Et puis, à l'autre extrême du spectre, on va avoir des pays où c'est très peu structuré. On va avoir quelques individus qui font de la consultance pour des acteurs internationaux, mais pas du tout d'écosystème structuré et des situations qui sont même parfois un peu paradoxales. Donc là, j'ai mis le petit zoom qu'on a fait sur l'Ukraine, effectivement, avec
un écosystème local très structuré, en fait, avec des acteurs privés, des acteurs de statistiques publiques, etc., qui viennent percuter directement le système international, qui vient se plaquer dessus avec la crise ukrainienne, et qui, en fait, ne prend pas du tout en compte au départ cet écosystème local, met en place ses propres canaux de redevabilité et en plus vient recruter avec des salaires bien plus intéressants les acteurs locaux avec donc du coup des institutions publiques qui se retrouvent dépossédées de leurs agents et de leur capacité de travail parce que en fait ils sont aspirés par le système international qui prend pas en compte le contexte local. Et le dernier axe, c'était effectivement prendre en compte les contextes nationaux de crise. Bon, voilà, ça paraît assez évident, y compris sur des enjeux de cybersécurité. On a aussi mis dans l'étude un petit tableau des appuis disponibles, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, vous pouvez le voir dans l'étude. Merci Martin. Et donc, pour terminer, avant de laisser la parole un peu plus largement à nos intervenants, et je vois qu'on a déjà aussi des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on les prendra suite à deux, trois questions générales qui vont être posées à tous nos intervenants. Donc, est-ce que tu peux nous résumer les recommandations que tu aurais? Alors, donc, juste dire en introduction, ces recommandations, on les a vues comme des recommandations plutôt aux acteurs internationaux, donc les bailleurs de fonds, les acteurs supports comme Carte ONG et les OSC, ONG internationales, parce qu'on ne se sentait pas forcément légitime pour donner des recommandations aux acteurs locaux, surtout qu'on n'avait pas fait une étude, une enquête si large que ça. Mais elles peuvent quand même servir d'inspiration. Attends, mais bon, ouais, voilà. D'inspiration, y compris pour les acteurs locaux, notamment dans leur plaidoyer, en fait. Donc, on a 5 blocs de recommandations. Je vais les présenter très succinctement et vous les verrez plus en détail dans l'étude. La première, c'est de prioriser le soutien aux acteurs de terrain et de les laisser décider, en fait, du type de support dont ils ont besoin. Donc, ça implique effectivement des questions à la fois sur quand on met en place, quand on est un acteur international, qu'on met en place un projet qui implique de la gestion de données, de réfléchir dès le début au transfert de ces capacités, de ces outils avec les acteurs nationaux et locaux. Donc, ça peut être le lien, par exemple, aux acteurs publics de la statistique, hein, par exemple. Il y a des questions effectivement de cadrage en fait des projets quand on travaille avec des acteurs locaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, nous qu'on voit hein, dans notre travail au quotidien de support qu'on fait sur le terrain à Carte ONG. De en fait, quand on travaille avec un acteur local, il faut pas arriver avec son projet en lui disant tu vas collecter telle donnée comme ça. En fait, il faut prendre en compte l'analyse des besoins du partenaire local et bien souvent une aide sur ce qu'on pourrait appeler de la data littératie, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est partout, les compétences sur la donnée. Donc le partenaire local, il faut qu'il comprenne c'est quoi les enjeux de la donnée. Comme ça, il va pouvoir se fixer sa propre stratégie, ses propres besoins. Et à partir de là, on peut discuter d'égal à égal sur comment on met en place les outils de gestion de données. Voilà, donc tout ça a des implications en termes de financement, de formation, de partage d'expérience, d'appui au réseau, de mutualisation, etc. Le deuxième focus, c'est sur faire évoluer la gouvernance et la gestion autour de la donnée. Donc là, bon, je vais aller un peu plus vite. Il y a une question, j'en ai déjà parlé, de reconnaissance des acteurs institutionnels nationaux, des OSC par les acteurs nationaux, de simplification et d'adaptation des processus de suivi. Et même, on fait une petite parenthèse sur les méthodes de gestion de projet et d'évaluation avec une réflexion sur la question des méthodes agiles qui pourraient être une solution, en fait, justement, dans cette notion de quand on arrive avec un cadre logique tout fait, c'est sûr qu'on ne peut pas écouter le partenaire local dans sa construction de la gestion de données. Quand on est en méthode plus agile, peut-être qu'on peut le construire au fur et à mesure que lui aussi progresse sur sa compréhension des enjeux. La troisième famille de recommandations, donc c'est sur ce que l'on a appelé l'équité de la chaîne de données. Donc là, c'est l'aspect un peu plus politique, avec, on le voit aujourd'hui, une multiplication et une complexité des chartes et des méthodologies. Hein. On en cite au moins 6 ou 7 dans l'étude qui sont autour de ces questions de respect des acteurs locaux et de gestion de données. Mais en fait, nous, la perception qu'on a, c'est que ces outils-là, ils sont absolument pas connus et appropriés des acteurs locaux. En fait, c'est des cadres qu'on se pose au niveau international, Nations Unies, grandes ONG. Et donc, en fait, il y a un besoin de diffusion et de simplification avec un vrai rôle à créer pour les experts locaux, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes de la donnée dans leur pays, qui peuvent avoir un rôle un peu de courroie de transmission sur ces recommandations. Bon, on est tout à fait conscient de l'ironie de dire qu'il y a trop de recommandations et d'en mettre nous-mêmes, mais voilà, c'était quand même une réalité qu'on a constatée. La quatrième famille, c'est sur soutenir les écosystèmes de la donnée, dont j'ai déjà parlé, avec notamment la notion de leadership distribué. Donc, on a pris un exemple qu'on a trouvé assez intéressant, qui est le Flying Lab Network, qui est un réseau de structures locales qui travaillent sur la question du drone, en fait, avec voilà, un réseau international de structures qui sont fédérées à travers un secrétariat international. Et en fait, au départ, il y avait une ONG internationale qui avait impulsé ça et qui s'est petit à petit retirée de la gouvernance pour laisser la place au réseau d'acteurs locaux qui le dirigent en fait collectivement.
Ça va de pair aussi avec une promotion des approches et des outils durables, donc notamment tout ce qui va être autour des outils low-tech, collaboratifs et des données ouvertes qui sont souvent en fait des points d'entrée pour un travail plus en écosystème et pour partager le pouvoir en interne. Petite parenthèse ici, il y a une question un peu autour de la sphère francophone avec très peu d'exemples qu'on a pu citer, notamment dans les recommandations qui viennent de la sphère francophone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, mais par contre, il y a sûrement un enjeu de visibilité et de reconnaissance des initiatives qui est moins forte. Même si on l'a vu, il y a notamment un positionnement de l'AFD à travers notamment leurs appels à projet Digital Africa et de Enabel, donc la coopération belge autour des We Habit récemment, qui montre qu'il y a aussi un intérêt des bailleurs qui va peut-être permettre de un peu rattraper une forme de retard. Et la dernière recommandation que vous voulez mettre en avant, c'est le volet un peu plus individuel, qui est quand même assez clé, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pays où ces écosystèmes qu'on parle ont pu se développer, c'est parce qu'il y a des leaders individuels qui ont pu en fait impulser des projets. Et donc, il y a un enjeu d'investissement dans ces leaders humanitaires pour multiplier les initiatives. Et on a pris notamment l'exemple du réseau Youth Mappers dans le monde d'OpenStreetMap, qui a justement cette logique d'aller chercher des étudiants dans les universités en faisant des petits clubs de cartographie pour développer leurs compétences et que eux-mêmes montent leurs projets. Avec ce programme là dont la mis screenshot qu'on aime bien, qui s'appelle Everywhere She Maps, qui est plutôt spécifiquement dirigé sur les futurs leaders de la donnée féminine de demain dans les pays du Sud. Merci Martin pour cette présentation que j'espère que vous avez tous trouvé intéressant. Alors j'aimerais commencer un petit peu le débat avec tous nos intervenants qu'on vous a présentés tout à l'heure en laissant la parole au groupe URD qui est, comme on le disait tout à l'heure, un peu un think tank spécialisé sur certains sujets, dont celui de la localisation, en vous demandant un petit peu, Véronique et Thomas, de réagir sur ce que vous avez entendu sur la localisation. Est-ce que ça vous parlait? Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur les tendances sur le sujet de la localisation et aussi la place que vous voyez à la gestion de données dans le débat un peu plus large et des discussions plus larges autour de la localisation? Merci beaucoup Maëve et merci Martin pour cet exposé très clair. Donc, en quelques mots, alors on aime à dire au groupe URD, attention, quand on parle localisation, il ne faut pas tomber dans le prisme uniquement des acteurs internationaux qui financent des acteurs nationaux qui leur ressemblent. Et même la définition que vous avez choisie du Feinstein Institute, je trouve, tombe un peu dans ce biais en parlant d'une tentative de mettre les acteurs humanitaires locaux dans le système international. Moi, j'ai envie de renverser, en fait. C'est la localisation, c'est une tentative, c'est un processus des acteurs internationaux pour soutenir ce qu'il se passe de toute façon dans les contextes de crise. Donc c'est plutôt l'inverse pour moi, c'est comment est-ce que le système international réussit effectivement à soutenir les dynamiques locales et attention, les acteurs humanitaires locaux, dans la plupart des pays, ça n'existe pas. Il y a des acteurs locaux rarement humanitaires parfois, mais très souvent des acteurs locaux diversifiés qui, au moment d'une crise, vont tenter de répondre aux besoins humanitaires sans pour autant se transformer en un acteur humanitaire. Donc, vous dites dans l'étude que le processus de transformation est lent, et c'est vrai. C'est vrai que si on s'en tient, et tu le disais, Martin, simplement à l'analyse des financements, ça n'avance pas beaucoup. En revanche, on peut dire qu'il y a quand même un processus de transformation qui est à l'œuvre, mais qui est systémique en fait. Donc, et tu le disais, c'est difficile à mesurer et je suis d'accord, mais on voit bien qu'il y a une réflexion à plusieurs niveaux en même temps pour essayer de transformer le système, mais ça vient contre en fait un système de pouvoir qui est difficile à faire bouger. Donc juste, effectivement, quand on réfléchit localisation, je pense qu'il faut se dire à qui on s'adresse. Donc, ça n'est pas que les ONG locales, c'est ressorti dans votre étude, c'est la diversité des acteurs présents sur un territoire. Donc, ce sont des organisations de la société civile qui ont des relations avec les autorités locales, nationales, décentralisées, déconcentrées, qui, eux, ont une légitimité que les acteurs internationaux n'ont pas. C'est aussi effectivement le secteur privé et c'est les relations entre tous ces acteurs qui fait effectivement
la capacité de réponse au niveau local qu'il faut apprendre à comprendre pour venir en soutien. Donc le qui est important et le quoi dans la localisation, du coup, je pense que c'est d'abord reconnaître ce leadership, la légitimité, le rôle de coordination des autorités et s'inscrire dans cette compréhension-là. Deuxièmement, c'est reconnaître et soutenir les capacités locales. Donc, certes, comprendre quels sont les besoins de renforcement, mais reconnaître d'abord l'accès, la compréhension, tout ça que les acteurs internationaux n'ont pas. Donc, mieux reconnaître et valoriser les capacités locales. Et puis, en troisième lieu, ensuite, effectivement, transformer les partenariats pour aller vers quelque chose de plus équitable. Et là, ça interroge à la fois les procédures, les process qui sont en place, etc., et aussi les postures. Et j'ai trouvé intéressant que tu fasses ce lien avec la question de la décolonisation, qu'on peut avoir comme une approche d'analyse géopolitique et individuelle, de posture individuelle. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore très présent. Et je pense que votre étude le démontre que dans les interstices aussi de la question de la gestion des données, qui pourrait être vue comme quelque chose de technique, en fait, s'enchevêtrent plein d'éléments qui aussi interrogent nos processus et nos postures individuelles et collectives. Et du coup, Thomas, peut-être tu veux compléter sur l'approche territoriale et la question de la donnée là-dedans. Oui, merci Véronique. Euh, pour aller dans la continuité de ton propos, alors il y a la question de la reconnaissance du leadership des acteurs locaux dans toute leur diversité, mais il y a aussi la question de comment renforcer ce leadership des acteurs locaux. Et nous, ce qu'on voit, c'est que renforcer le leadership des acteurs locaux, ça passera nécessairement par un contrôle et une gestion des données localisées. Pour la simple raison que ça semble impossible pour des acteurs nationaux et pour des acteurs locaux d'assurer la coordination, la planification et puis le suivi des activités humanitaires de développement sans avoir le contrôle des données. Et cette problématique de gestion des données et de localisation, comme vous le montrez d'ailleurs dans votre étude, c'est un sujet qui est encore peu discuté au niveau, je dirais, au niveau siège ou au niveau des grandes instances décisionnelles. En revanche, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans les discussions sur le terrain. Et je voulais illustrer ce propos en vous partageant quelques observations qui sont issues d'un projet. Le groupe URD, on a appuyé, puis on appuie toujours un collectif de bailleurs sur un projet qui mêle à la fois lien urgence, développement, paix et puis localisation dans le contexte tchadien, dans le nord-est du Tchad. Ce projet, il a un double objectif. D'une part, il vise à décloisonner les activités humanitaires et de développement. Et d'autre part, il vise à renforcer le rôle des autorités locales, notamment des autorités provinciales, dans la coordination, la planification et le suivi des activités humanitaires et de développement. Donc vraiment une volonté de réaffirmer le leadership de ces autorités, de ces acteurs locaux. L'une des principales difficultés qu'on observe au lien humanitaire-développement, c'est la question de l'accès et du partage de l'information et donc de la donnée. Parce que sans information, il n'y a pas d'analyse du contexte, il n'y a pas de diagnostic des besoins, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de suivi et surtout, il y a encore moins de coordination concertée entre les acteurs qui interviennent. Et ce qu'on a pu observer, c'est que cette information qui est indispensable, elle existe. Elle est collectée le plus souvent par des organisations internationales. Elle est ensuite par des organisations internationales et surtout, elle est collectée auprès des populations, auprès des acteurs locaux. Puis, cette information, ces données, elles sont consolidées et elles sont agrégées au niveau des bailleurs. Mais une fois que cette information elle est consolidée et elle est agrégée au niveau des bailleurs, elle est précieusement gardée. Je schématise un peu, hein, mais globalement, c'est ce qu'on a pu observer. Et elle est très rarement repartagée auprès des acteurs locaux. Elle est très rarement redistribuée auprès de ces acteurs. Et ça, vous le montrez bien, et Martin, tu en as parlé dans ton intervention. On a affaire à un processus donc, de captation des données par les acteurs du Nord, par les acteurs internationaux, mais on assiste très peu à des mécanismes de repartage, de diffusion de ces données
auprès des acteurs locaux. Du coup, on est encore vraiment dans une logique top-down. On est encore loin d'une relation partenariale équitable. Et pour en revenir à ce projet-là de Nexus Localisation au Tchad, il y a un peu un paradoxe parce que d'un côté, il y a une volonté des organisations internationales et notamment des bailleurs de renforcer le leadership des autorités locales parce que c'est les acteurs les plus légitimes à intervenir sur ces territoires. Mais d'un autre côté, on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas la matière première, les données, l'information à ces acteurs locaux pour pouvoir planifier, pour pouvoir administrer leur territoire. Et parmi les raisons qui sont amenées par ces acteurs internationaux, il y a la question des politiques de protection des données, politiques qui sont bien souvent conçues au niveau du siège et qui sont appliquées uniformément, qui ne prennent pas en compte les spécificités des contextes et les réalités locales. Il y a la question des enjeux sécuritaires qui limitent de fait le partage d'informations auprès des acteurs nationaux et locaux. Mais alors certes, il y a bien souvent des données sensibles, notamment les données de géolocalisation qui peuvent être collectées sur le terrain. Mais sous prétexte que ces données sont sensibles, on ne partage rien. Et ensuite, autre raison qui est évoquée par les acteurs internationaux, et comme vous l'avez mentionné dans l'étude, c'est le manque de capacité et de ressources des acteurs locaux, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de matériel, pour gérer ces données. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a pu observer dans le cadre de ce projet. Mais heureusement, en parallèle, il y a une prise de conscience, comme je le disais dans mon premier propos, il y a une prise de conscience autour de ces enjeux de données sur le terrain, avec notamment l'émergence de multiples initiatives qui visent à renverser la tendance afin que les données elles soient collectées par les acteurs locaux et qu'elles soient gérées par les acteurs locaux et nationaux. Mais si on veut vraiment conforter le leadership des acteurs locaux, ces débats-là sur la gestion des données et localisation, ça va nécessairement demander un changement d'échelle et que ça va demander à ce que ce soit discuté dans les instances décisionnelles et au niveau des sièges. Donc voilà ce que nous, on pouvait apporter sur la question de la localisation et de la gestion des données, bien qu'on ne soit pas expert de la thématique de la gestion des données. Mais qu'il l'est, enfin, en tout cas de la gestion de données et de la localisation. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à vous et aussi de remettre aussi. Enfin, on se rend compte qu'en fait, on est toujours en train d'essayer de comprendre ce que c'est que la localisation et une approche locale à ce genre de sujet. Et en parallèle, qu'on est en train d'essayer de mettre en place certaines bonnes pratiques. Donc, c'est pas simple d'être en train de comprendre et de mettre en place en même temps. Maintenant, je vous propose qu'on donne un peu la parole aux acteurs locaux qui sont des intervenants avec nous aujourd'hui, à la fois s'ils souhaitent réagir sur certains des sujets dont on parlait, et également pour donner un petit peu des illustrations plus concrètes de à quoi est-ce que, enfin, dans quel cas est-ce qu'on voit que justement une approche n'est pas locale en termes de gestion de données, parce qu'on a vu que ça touchait un petit peu à tout le cycle de la gestion de données, que ce soit de la collecte. Thomas parlait aussi tout à l'heure du partage. Donc, je vais déjà laisser la parole à Rim de Fast Tunisie, si tu veux nous en dire un petit peu plus de ton point de vue. Oui, merci beaucoup. Donc, à notre niveau, étant donné un acteur local, comme vous le dites, en fait, ou bien une organisation de la société civile tunisienne, et on a eu la possibilité aussi de travailler avec beaucoup d'acteurs locaux sur la question de gestion de données et autres comme partenaires sur d'autres activités. Ce qu'on pourra peut-être apporter au niveau des besoins en fait des acteurs locaux en termes de gestion de données, c'est principalement un manque technique, donc c'est un besoin de renforcement de capacité technique des acteurs locaux au niveau de la question gestion de données et tout ce qui est suivi et évaluation aussi. Il y a aussi en fait un manque de culture de données au sein des organisations de la société civile locaux. C'est principalement, on a appris ça sur le tas et c'est pour une question de redevabilité, je pense, mais la plupart ne connaissent pas en fait l'importance de la gestion de données, même pour leur organisation et même pour les communautés locales en fait avec lesquelles ils travaillent. Donc cette culture doit être mieux en fait, on doit mieux promouvoir la culture de gestion de données
auprès des acteurs locaux. Il y a aussi la question et le manque peut-être de budget dédié. Donc, et ça, les acteurs internationaux et les bailleurs de fonds, ils peuvent intervenir sur cette question et au moins allouer des budgets dédiés pour le développement des compétences internes et aussi pour institutionnaliser la gestion de données au sein des acteurs locaux. Et quand je parle renforcement de capacité, il y a en fait le volet individuel des personnes qui travaillent comme les chargés de projet ou bien les responsables de suivi et évaluation et autres. Et il y a aussi le besoin d'institutionnaliser, ça veut dire de créer ou bien de mettre en place une politique de gestion de données internes pour chaque organisation, afin que par la suite, ils peuvent eux-mêmes bénéficier de ces données et améliorer leur plan stratégique, améliorer l'efficacité de leur action et de leurs projets et mieux servir les communautés locaux et aussi peut-être apporter des données ou bien un appui aux acteurs, aux autres acteurs locaux qui ne font pas partie de la société civile, mais qui sont peut-être les autorités locaux, comme Véronique a dit, ou bien les institutions publiques, les acteurs, le secteur privé. Ceux-là aussi, ils ont besoin de données pour mettre en place des stratégies efficaces, des stratégies nationales. Et on a eu la possibilité de mettre en place ça au niveau d'un projet de prévention d'extrémisme violent. Donc, les données que nous avons collectées, ils ont enrichi par la suite une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Donc, eux aussi, ils ont besoin de données et c'est pour cela, je pense aussi que même en termes de renforcement de capacité, on devrait peut-être penser à une approche d'utilisation des données. Ça veut dire que les acteurs locaux eux-mêmes, ils peuvent utiliser les données et servir les autres parties prenantes, en fait, en termes de données et apporter donc une meilleure efficacité et pertinence à leurs actions et plans stratégiques. Ça, en termes de besoins, je ne sais pas si vous avez, peut-être, Maïva, je pense que vous avez demandé une autre question. Bien. Si vous voulez, on peut peut-être Ouais. en rester là pour face et on reprendra un petit peu avec d'autres questions tout à l'heure pour entendre aussi un petit peu les autres intervenants. Donc, mais c'est très intéressant et vous parlez de l'utilisation de la donnée, que les acteurs locaux ont besoin d'être utilisateurs de la donnée, mais pour ça, ils ont aussi besoin d'être producteurs de la donnée pour être les meilleurs utilisateurs possibles de ces données. Et je pense que Lamine, j'en suis sûre, aura des choses à dire autour de la partie production des données. Donc, je passe la main à Lamine de la communauté OSM Sénégal. Si tu veux nous en dire plus de ton point de vue sur des applications un peu concrètes des sujets dont on parle. Voilà. Merci beaucoup, Maëv, et merci pour l'opportunité. Donc, nous, en tant qu'acteurs locaux, ce qu'on a constaté, hein, c'est un constat qui est là, c'est qu'aujourd'hui, on est une des maillons vraiment en bas de l'échelle, mais néanmoins, notre action au niveau du terrain donc, reflète notre engagement. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire depuis pratiquement 10 ans n'est que, en fait, le produit d'un engagement communautaire. Et aujourd'hui, l'appui qu'on devrait avoir au niveau même national avec les autorités publiques n'est pas ce qu'elle devrait être. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, les communautés OSM comme OSM Sénégal font un travail de collecte et de mise à jour de la base de données au construction. Mais sur la demande en fait, de partenaires comme Kato ONG, HOT ou bien d'autres ONG comme OCHA, on collecte des données thématiques humanitaires pour vraiment aider donc, en temps de crise d'avoir des informations donc, au niveau de nos pays. Et aujourd'hui, on n'a pas une reconnaissance en fait de nos actions parce que nul n'était en fait l'accompagnement de OS ou bien de quelques bailleurs qui demandent à ce qu'on puisse être impliqué dans des projets. On n'a pas cette reconnaissance vis-à-vis en fait des autorités publiques. Et ça, c'est quelque chose qui est là, qui est factuel et qui est à l'encontre même de la reconnaissance en fait de nos actions. On a eu à échanger en fait
sur pas mal de questions liées en fait à la protection de données parce que leur argumentaire, c'est que les données que vous produisez, vous les mettez dans une base de données qui est open source et que tout le monde a accès à ces données-là et on ne sait pas où est-ce que ces données sont hébergées. Donc, il y a ça. Où vont nos données? C'est toujours la question que nous pose l'ANSD ou bien l'ANAT. Donc, et concernant maintenant la capacité des organisations même à avoir une politique des données en interne, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur commande. Donc, il y a des thématiques qu'on fait sur la demande en fait de bailleurs ou bien d'OS qui veulent vraiment avoir ces informations-là. Par contre, nous, en tant qu'acteurs, on a des besoins en termes d'information. On sait qu'aujourd'hui, collecter telle ou telle information est plus impactant que collecter une autre information. Et ça, on n'a pas de pouvoir de décision là-dessus parce que ceux qui donnent en fait les ressources, ceux qui donnent les moyens, ont des besoins spécifiques et on est obligé de se conformer à leur cahier des charges. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu et ce qu'on constate, c'est que cette donne est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a l'émergence du numérique. On a notre premier satellite qui est envoyé. On a notre data center qui est au niveau de Diamniadio. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment harmoniser en fait nos actions, voir dans quelle mesure conjuguer et mutualiser tous les efforts qu'on fait sur le terrain avec les besoins étatiques, mais aussi avec les besoins des bailleurs et des partenaires internationaux. Et ça, c'est vraiment une synergie qu'il faudra créer et que au niveau des acteurs, nous, on ne rechigne pas à faire ce travail vraiment laborieux sur le terrain, à aller vers des contrées qui sont vraiment difficiles d'accès. Parce que je donne juste un exemple. Aujourd'hui, au Sénégal, la cartographie des structures sanitaires se limite au niveau des centres de santé qui sont en milieu urbain. Il a fallu que Carto ONG accompagne la communauté OSM Sénégal et HealthSite pour qu'on puisse avoir une cartographie au niveau des postes et cases de santé, qui est un niveau vraiment communautaire et voilà, qui était très important pour aider donc, en cas de crise ou bien lors de la COVID, d'acheminer en fait l'aide. Donc, voilà un peu des exemples comme ça qu'on peut donner. Il y en a à foison. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir des renforcements de capacité technique pour pouvoir vraiment répondre aux attentes à la fois des bailleurs et des décideurs, mais aussi avoir une certaine autonomie financière et matérielle. Parce qu'aujourd'hui, les équipements, c'est des équipements qu'on achète au niveau individuel parce que c'est des communautés. Donc, nous, en tant qu'association, c'est des étudiants, c'est des stagiaires qui se réunissent pour faire ce travail-là au niveau de l'OSM Sénégal. Ils n'ont pas de ressources pour pouvoir se payer des drones et autres parce que l'accès à l'imagerie, c'est difficile. Donc, on est obligé parfois d'aller vers les agences gouvernementales comme la NSD ou l'ANAT, mais eux aussi, ils sont très réticents à partager leurs informations. Et je pense qu'une mutualisation, en fait, des ressources est plus impactant en termes de mise à jour de l'information, mais aussi de traitement et de l'analyse des données. Donc, je m'en arrête là en attendant voilà, d'avoir d'autres idées à partager avec vous. Merci Lamine. Très beau plaidoyer pour remettre les acteurs locaux au début de la chaîne de la collecte et aussi en termes de gouvernance de la donnée, à réfléchir bien la place des acteurs locaux. Je vous propose d'écouter maintenant Martin Gallard, de Terre des Hommes, donc, qui travaille sur la question de la localisation d'un point de vue ONG international, mais qui aidera à compléter un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, merci Maëv. Je vais me faire un petit peu l'écho, je crois, de ce qu'ont dit surtout Thomas et Rim et Mohamed. Et voilà, je voudrais parler un petit peu de ce qu'on fait nous à Terre des Hommes sur le sujet. Terre des Hommes est en plein changement, on va dire, institutionnel sur la politique enfin, est en train de préparer une politique de localisation et est en train de mettre à jour sa politique liée aux données et tous les aspects liés à ça qui restent
complexe. Donc, on a tout un travail d'analyse qui a été fait, notamment l'année dernière, sur nos partenaires locaux à l'échelle mondiale et leur traitement des données en particulier. Donc, on a eu une étude qui a été faite, une étude mondiale avec un focus sur 4 pays pilotes, au Népal, au Bangladesh, en Albanie, en Hongrie, en Inde, sur leurs pratiques. Ça dépasse, hein, ça dépasse les données et le monde des données, mais une grande partie de cette étude a produit voilà, des requêtes de leur part et puis des témoignages sur leur lien à la donnée et comment on travaille avec des ONG internationales quand on est un partenaire local ou avec les Nations Unies. Et on a beaucoup de choses qui nous sont remontées, qui reviennent à ce qui a été dit, mais euh, il y a évidemment dans les requêtes qu'il y a eu de nos partenaires locaux, c'est d'accentuer, c'était la troisième, ce qui revenait en troisième position à l'échelle internationale dans les demandes de formation, c'était bon, ce qu'on a appelé le monitoring and evaluation, le suivi et l'évaluation, et puis la collecte des données et l'analyse de ces données. Donc c'est une chose qui était, à notre surprise, quand même bien plus haut dans le ranking que ce qu'on pensait. Et on a, chez nos partenaires, on a analysé quasiment 300 partenaires, mais on a analysé plus en détail les partenaires locaux qui sont des ONG internationales ou des ONG locales. On a une grande difficulté à recruter des personnes qui ont des bagages ou des formations, enfin des statuts 1000 qui sont des spécialistes monitoring evaluation, des spécialistes de la donnée, parce que c'est rarement, lorsqu'on est un partenaire local, y compris partenaire de Terre des Hommes, c'est rarement la priorité de l'ONG internationale que de financer un poste 1000. Il y a des inquiétudes qui arrivent avant, souvent, hein, la compliance, la finance, la logistique, etc. Et finalement, la collaboration 1000 avec Terre des Hommes, pour nos partenaires locaux, elle était légère, puisqu'il y avait, comme on disait, une approche assez top-down, où on allait donner les KPI, les indicateurs, quelques outils, mais ça s'arrêtait là. Et d'ailleurs, on a vu aussi que 74% de nos partenaires locaux avaient des staff 1000. C'est bien, mais ça veut surtout dire que 25% n'en avaient pas. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs problèmes qu'ils rencontraient, mais on en a déjà parlé rapidement, des problèmes de turnover, des staffs qui sont happés par des ONG internationales assez rapidement une fois qu'ils sont formés sur le monitoring and evaluation ou sur le traitement des données. Et bon, bah, par choix financier hein, fait par ces ONG locales aussi, parce qu'il n'y a pas toujours la disponibilité, parce qu'on apprend sur le tas et que on devient un staff mill un petit peu comme ça pour certaines ONG locales. C'est pas le cas de toutes, mais il y a des choses qui expliquent cette absence de capacité qui sont cruciales pour les acteurs locaux. Et finalement, il y a ça, puis il y a d'autres choses qui nous sont remontées de la part de nos partenaires, mais c'était vraiment au-delà de l'aspect humain des ressources qui leur manquent, c'était l'aspect enfin, physique, les formations Kobo, les tablettes, la capacité à faire la collection de mobile data collection. Donc tout ça, c'était des outils qui appartenaient aux ONG internationales, qui n'étaient pas souvent les leurs, c'est pas eux qui étaient acteurs de ça, mais qui étaient voilà, qui en bénéficiaient un petit peu comme ils pouvaient, mais ils n'étaient jamais moteurs là-dessus parce qu'ils n'avaient pas les ressources financières ou les ressources humaines pour le faire. Euh, voilà. Donc il y avait beaucoup de choses qui remontaient comme ça et qui nous ont beaucoup fait réfléchir sur la manière dont on devrait traiter ce problème dans notre politique de localisation, puisque tout est lié, notamment la priorisation des fonds qu'on alloue à nos partenaires locaux. Est-ce qu'on peut faire plus pour des staff 1000, des staffs ou des objets, de l'équipement qui permettrait à nos partenaires de faire eux-mêmes euh, plus efficacement des assessments, de la data collection, du data management, etc. Et enfin, une dernière chose peut-être qui est remontée, c'est la diversité des standards qui leur est imposée. Chaque ONG internationale peut avoir un petit peu sa policy qu'elle attend, pour laquelle elle attend la même chose de son partenaire local, avec voilà, un partenaire local qu'on a, par exemple, au Népal, on avait à 5 ONG internationales avec lesquelles elle travaille, qui ont tous un petit peu leur cadre légal, leur pays tutelle, leur GDPR. Pour nous, on est suisse également, ce qui rend une chose un peu différente. Il y a toute une diversité euh, de,
standard de données à respecter, à qui elle appartient, comment c'est fait, quels indicateurs sont utilisés. Et donc tout ça, c'est très divers, difficile à avoir une unicité pour eux et d'avoir de parler voilà, seul et d'avoir une décision là-dessus. Et puis parfois, ça correspond pas aussi, puisque tous ces standards qui leur été imposés un petit peu par les bailleurs de fonds et par les ONG avec qui ils sont partenaires, ils se heurtent à ceux des pays dans lesquels ils travaillent. Le ministère de l'Éducation, on a plusieurs exemples comme ça, mais les ministères de l'Éducation, les indicateurs qu'ils ont, les données qu'ils veulent, correspondent pas forcément à ceux de ECHO ou de USAID. Et du coup, comment on fait? Lesquels on calcule? Pourquoi? Comment choisir? Euh, c'est une pression qu'ils ressentent dans beaucoup de pays. Et il y en a une autre aussi, on l'a un peu évoqué aussi, mais c'est dans les États qui peuvent être un peu plus autoritaires, où le cadre légal est moins facile, on va dire. Euh, il y a une pression qui est faite sur les ONG locales. On l'a déjà évoqué, il me semble, mais euh, de rapporter les données que les ONG locales, de rapporter aux États euh, les données qu'ils collectent. Moi, je me rappelle de plusieurs exemples, et on nous en a mentionné aussi à Terre des Hommes, mais euh, au Liban, on nous demandait de rapporter toutes les données, y compris des données sensibles, puisqu'on collecte des données protection de l'enfance ou violences faites aux femmes, de tous les ressortissants palestiniens qui sont au Liban. Voilà, c'est des données qui peuvent, lorsqu'elles arrivent enfin, lorsqu'elles, c'est des données euh, qui sont très sensibles, qui peuvent créer énormément de problèmes pour nos bénéficiaires, pour leur statut dans le pays, pour beaucoup de choses comme ça. Et pourtant, autant les ONG internationales peut-être ressentent un peu moins ces pressions et ont une capacité à régler le problème ou à l'éluder un petit peu, c'est beaucoup moins le cas pour nos partenaires locaux qui souffrent de ça et peuvent pas forcément traiter la donnée de la même manière. Euh, voilà. Une petite dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est ça revient à la priorisation des fonds qu'on alloue aux acteurs locaux, mais on reproche souvent à nos acteurs locaux, on nous demande souvent à nos partenaires locaux d'avoir des politiques de traitement des données, d'avoir euh, des standards qui correspondent un peu à ceux qui sont attendus d'eux, sans jamais se poser la question des ressources qu'on leur alloue pour le faire. Parce que pour faire une politique, il faut du temps, il faut des personnes. Euh, et, euh, et on exige souvent une politique où on exige de nos partenaires d'avoir des standards de traitement des données sans jamais vraiment se poser la question, est-ce qu'ils sont capables d'avoir le temps de le faire et d'avoir voilà, les ressources financières de le faire. Donc ça revient un petit peu à la problématique de la localisation qui avait déjà été évoquée, mais c'est un tout en fait. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on observe de notre côté à Terre des Hommes. On est en train de remettre ça à jour pour voir ce qui peut être fait. Et je pense que c'est beaucoup de discussions de mutualisation. Ça avait été évoqué aussi avant. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller totalement. Voilà. Euh, de mon côté, ce que je peux en dire. Merci Martin, c'est passionnant tous les retours que vous faites. Euh, Est-ce que Martin Noblecourt veut réagir à ce stade? Oui, très rapidement. Bah déjà, je suis ravi de cet échange. Effectivement, c'est très cohérent avec les questions qu'on posait dans l'étude et vous les illustrez de façon très tangible, chacun à votre endroit. Donc, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens aussi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé dans nos collaborations avec les communautés OpenStreetMap et bon, ouais, notamment avec la mine quand on avait travaillé ensemble, c'est cette importance du rôle de l'acteur étatique et institutionnel, en fait, qui est quelque chose qu'on a vite tendance à oublier quand on est dans le secteur de l'aide internationale, y compris dans des contextes compliqués, hein, avec des États fragiles, pas forcément dimensionnés, etc., mais qui sont en fait sont la clé pour quelque chose de durable derrière. Et en fait, cette dimension-là, ce que je trouve intéressant, c'est quelque part, nous, acteurs internationaux et notamment ONG internationales, peut-être qu'il faut qu'on appuie nos partenaires ONG locales à créer des espaces de société civile, en fait, en capacité sur les questions de données et qui, après, elles-mêmes vont mener ce plaidoyer si le gouvernement, il est insuffisant ou s'il mène des politiques liberticides hein, sur les questions numériques. C'est pas aux acteurs internationaux, en fait, de dire quoi faire. Nous, notre
job, ça serait plutôt de soutenir une société civile locale qui va porter ces combats et avec qui on peut mutualiser des outils, des enjeux, des formations, partager l'expérience, etc. Et donc là, ça reconnecte à des sujets qu'on traitait un peu comme annexes en fait dans l'étude, hein, les questions notamment de protection des données, de ce qu'on avait appelé un peu l'espace numérique, la société civile numérique, etc. Avec là, des questions de démocratie, etc. On n'est pas toujours très à l'aise avec ça à CartoNG. Nous, on est plutôt des techniciens, on n'est pas forcément sur ces enjeux politiques habituellement. Mais en fait, on y arrive très, très vite quand on pose ces questions-là. Et moi, je suis ravi que la discussion traite de ces questions, même si elle n'est pas évidente, parce qu'effectivement, tout de suite, on va se placer dans des cadres où on peut se mettre en porte-à-faux vis-à-vis soit des acteurs nationaux quand on n'est pas en accord avec eux, soit même d'acteurs internationaux type Nations Unies, qui, eux, sont dans une coopération un peu obligée avec les acteurs étatiques. Donc, il y a tout un jeu à créer, mais qui finalement est assez proche de ce que peuvent faire les sociétés civiles dans les pays, on va dire, occidentaux ou du Nord, en fait, hein, qui sont toujours dans un jeu de coopération, lutte contre leur gouvernement selon les endroits, et c'est comme ça partout dans le monde, en fait, au final. Et peut-être que la valeur future de la coopération internationale, ce serait justement de partager nos expériences, nos outils et nos méthodes autour de ça. Merci Martin. Et bah, j'aimerais en profiter pour faire réagir un peu peut-être Lamine et Rim sur un des sujets qui est beaucoup ressorti là, des dernières interventions de tous nos intervenants sur la question du rôle des différents acteurs. Donc je ne sais pas si Lamine, peut-être tu veux commencer en nous disant un petit peu toi comment est-ce que tu vois le rôle que devraient être certains des acteurs internationaux ou nationaux sur ce sujet par rapport au rôle qu'il a aujourd'hui. Merci Maëv et voilà. Merci aussi à Martin. Donc, je pense que aujourd'hui, en tant qu'acteur, il y a une attente importante en fait qui est là par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bailleurs qui sont avec vous, qui peuvent en fait appuyer les ONG ou bien les organisations locaux à avoir en fait la capacité donc, de monter en compétences. Donc, ne serait-ce que sur les nouvelles technologies comme l'IA, le machine learning, d'avoir en fait des capacités techniques sur comment utiliser la donnée. Parce que aujourd'hui, on a collecté une masse critique de données et l'utilisation de ces données, l'application de ces données pour avoir un impact réel sur l'existence donc des personnes dans nos terroirs est important et primordial. Donc, comment monter en compétence pour pouvoir vraiment faire ce travail-là, c'est important. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, l'État a un rôle de régulateur de ces données. Donc, il peut être en haut pour gérer en fait tout ce qui est cadre réglementaire, que ce soit sur la manière de collecter la donnée, sur comment on partage les données, si les données sont des données personnelles, comment on gère tout ça, quelles sont les autorisations à avoir pour aller sur le terrain collecter de l'information. Ça, c'est le rôle de l'État. Et nous, en tant qu'acteurs, on aimerait vraiment que cette responsabilité-là découle d'eux. Comme ça, ce serait plus facile pour nous d'avoir, en fait, à faire notre travail sans trop se heurter, en fait, à des rigidités de leur part. L'autre aspect, c'est la formation et le renforcement de capacité des acteurs. Et c'est là où interviennent, en fait, des organisations beaucoup plus avancées comme Cato ONG, HOT, voilà, ou URD, pour permettre aux acteurs locaux d'avoir en fait des compétences pour mener à bien leur mission. Et la dernière chose, c'est la mutualisation en fait des ressources et des plateformes. Donc, on est dans une dynamique d'ouverture des données. Il faudrait qu'on puisse voir dans quelle mesure faire cette ouverture des données-là. Est-ce que c'est toutes les données qu'on va partager? À mon avis, non. Parce qu'il y a des données sensibles, il y a des données personnelles qui reviennent à la responsabilité de l'État et des organisations internationales de gérer ces informations-là. Par contre, il y a des informations publiques qui permettent vraiment aux acteurs communautaires de mener à bien des actions spécifiques qui ne concernent que la communauté, donc, et qui peuvent vraiment répondre à des besoins primaires. Et ces données-là, je pense qu'il
il faudrait qu'on puisse les partager pour vraiment permettre à tout un chacun de faire son job. Donc, je m'en arrête là. Donc, et merci beaucoup. Merci Lamine. Est-ce que Martin, en tant qu'acteur international, tu souhaites réagir un peu sur ces histoires de rôle des acteurs? Oui, moi, je pense qu'il y a, enfin, je me reconnais un petit peu dans ce que dit Mohamed. Il y a une vraie, enfin, je vais revenir à ce que je disais avant aussi, c'est qu'il y a un vrai besoin, je pense, de mutualisation et de cadre commun par lequel il faut commencer, à mon avis, pour pour qu'on puisse appliquer de la même manière et plus équitablement et surtout plus durablement la manière dont on collecte les données. J'ai beaucoup aimé aussi quelque chose auquel j'avais un peu moins pensé, mais qui était tout à fait vrai, le fait que les données remontent tout le temps, c'est vrai, hein, et qu'elles redescendent rarement, ou que quand elles redescendent, elles sont pas forcément faciles d'accès, ou on peut pas les utiliser un petit peu, on peut pas les utiliser non plus en tant que ONG internationale, en tant que ONG locale. Donc moi, c'est ça qui me paraît important, d'aller vers plus de mutualisation. Et puis la difficulté, évidemment, quand on fait de la mutualisation, c'est d'intégrer toutes les différentes spécificités quand même de chaque région. On n'a pas la même culture de la donnée au Népal et au Liban ou au Mali. On s'est rendu compte de ça aussi dans notre étude, c'est qu'il y a, c'est une des difficultés, je pense, c'est d'avoir des règles communes avec des cadres qui sont quand même très différents. Et voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel un petit peu peut-être à la manière on parlait du grand bargain tout à l'heure, mais voilà, dans lesquels les différents acteurs, les bailleurs, les ONG internationales, les communautés doivent se rassembler peut-être dans un forum commun pour décider de ce qui doit être une base commune pour les données. Euh, Encore aujourd'hui, il y a des agences des UN qui ont des façons de collecter les données et des standards de données, je pense, qui sont assez spécifiques. Mais le HCA, l'UNICEF, par exemple, c'est pas exactement les mêmes. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. Je pense il y a ceux qui donnent l'exemple, ceux qui sont censés donner l'exemple doivent se pousser à le faire un peu plus. Et ça commence par nous, en tant qu'ONG internationale, d'appeler les bailleurs de fonds, de faire un peu de plaidoyer dans ce sens-là pour rendre la vie plus facile à nos partenaires aussi, puisque on a plus accès à ces cercles-là que eux. Donc, je pense que c'est des choses voilà, qui doivent être animées, discutées, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce que fait Carte ONG, mais il y a ça doit remonter au niveau des États aussi. Parce faut se rappeler aussi que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais les données sont un petit peu codépendantes. C'est-à-dire que les données que nos partenaires locaux ont, on est en train de se poser cette question, nous, à Terre des Hommes actuellement, mais quel est à quel point les partenaires locaux avec lesquels on travaille euh, s'approprient la donnée, enfin, à quel point peut-on s'approprier la donnée de nos partenaires locaux, par exemple. Euh, Parce que leurs données correspondent à nos projets. On est tous codépendants là-dedans. Donc, on est en train de définir ça, nous, en tant que à Terre des Hommes. C'est compliqué, ça demande beaucoup de participation de nos partenaires locaux aussi. Euh, on est en train de refaire le registre de traitement des données personnelles, notre politique de protection des données, etc. Et on inclut nos partenaires locaux dans l'analyse enfin, dans ce processus. Et voilà, on essaye de faire ça, mais c'est compliqué sans cadre mutuel commun qui soit plus clair, à mon avis. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Merci Martin. Est-ce que Rim, tu veux réagir aussi sur cette question des rôles, un peu des responsabilités des différents acteurs? Oui, tout à fait. En fait, je rejoins tout à fait ce que Martin et Lamine ont annoncé, en fait, surtout sur le cadre mutuel commun et les outils communs de collecte de données et de gestion de données. Mais il y a aussi peut-être, en termes de bailleurs de fonds et de partenaires internationaux,
je pense qu'il devrait quand même, bon, en tout cas à notre niveau en Tunisie, et il y a beaucoup l'approche d'externaliser en fait la collecte de données et le monitoring and evaluation, donc le suivi, évaluation, apprentissage. Donc, il y a plutôt ce besoin d'internaliser cette fonction auprès des ONG ou bien des acteurs locaux et d'allouer donc tout ce qui est budget nécessaire et ressources nécessaires et outils nécessaires à ces acteurs locaux afin de les autonomiser et qu'ils apprennent peu à peu à localiser les données et mieux gérer les données. En termes de renforcement de capacité, je pense que peut-être la question de collecte, elle est faisable, mais la question d'analyse des données, c'est plutôt la plus importante, en fait. Donc, en termes de renforcement de capacité, il faut quand même insister sur l'analyse de données et ce qu'on peut ressortir de ces données, en fait. Et pour les acteurs internationaux aussi, je pense qu'il faudrait quand même prendre en considération les enjeux législatifs et juridiques. Je pense que Lamine et Martin aussi, ils ont mentionné ceci. Surtout que parfois, vu qu'on est redevable, on est obligé d'envoyer ou bien de transférer ces données, mais dans notre contexte local, c'est interdit de le faire. Donc, peut-être même au niveau, avant la phase de démarrage de projet, quand on désigne un appel des lignes directrices ou bien quoi que ce soit, on prend en considération ces contraintes et ces enjeux, en fait, pour les acteurs locaux. Donc, principalement ça. Merci, Rim. Je vois l'heure qui tourne et il y a énormément d'échanges dans le chat, donc c'est chouette à voir. Merci. J'espère qu'on a répondu à une partie des questions en live, enfin, que nos intervenants y ont répondu. Mais j'aimerais peut-être juste laisser la parole à Frédéric Moine, qu'on connaît de longue date et qui, je pense, est un des précurseurs d'une donnée locale et d'une approche locale de la donnée. Si à la fois tu veux peut-être partager une ou deux expériences et aussi si tu peux nous parler de comment est-ce que tu as pu mettre en place un peu une approche de co-conception entre acteurs internationaux et locaux autour de la donnée. Voilà. Je te laisse intervenir si tu peux te unmute. Ah, Fred, je te vois plus dans la liste des participants. Si. Euh, Est-ce que Fred, tu arrives à prendre la parole? Ah, tu as un souci technique. Bon, tant pis, mais si tu veux, tu peux toujours les décrire par écrit dans le chat. Ah, ça y est, ça marche. Ah, parfait. Si tu Donc, peux juste prendre 2 minutes. oui, Merci. même pas une minute, hein, c'est juste, je vous entends parler, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai que moi, j'avais commencé sur les données locales à travailler avec les personnes locales en Haïti en 2010, mais j'avais fait ça bien avant aussi. Et après le tremblement de terre, hein, donc là, on allait travailler tremblement de terre, ou là, même en RDC pour Ebola, la première chose qu'on fait quand on collecte de la donnée, c'est s'asseoir avec les gens, on ne le fait pas assez, et leur demander quelle est la question. On a une problématique, soit tremblement de terre, Ebola, choses comme ça. Qu'est-ce qui ferait, comment ils géreraient les choses et avec qui? Donc ça nous met déjà le panel des gens avec qui, enfin des acteurs locaux, comme disait Véronique, ça c'est très important. Et la question va nous amener des réponses pertinentes et adaptées. Donc ça, c'était le premier point qui était important dans nos débuts de collecte d'informations. C'est vrai que c'est une opportunité en fait pour les organisations internationales de travailler comme ça et de retravailler sa méthodologie. Alors, je vous garantis, pour avoir travaillé pour les Nations Unies ou pour les ONG ou quoi que ce soit, c'est faisable. C'est juste une approche en fait que l'URDA, que Carton NGA, que OSM a aussi. Et pour nous, les acteurs locaux, c'est un second souffle ce que vous nous amenez. Là, vous parlez de IA, de sciences ouvertes. On va beaucoup chercher maintenant des données universitaires, des données accessibles, des plateformes.
de données ouvertes. Ça, c'est vraiment important. Ce que nous amène Cart2NG aussi sur les outils. On s'en sert beaucoup quand on n'a pas de moyens. Mais ce que je veux vous dire en premier, c'est qu'on n'a pas besoin de numérique au début. On faisait avant sans vous, enfin sans le. On collectait de l'information, on échangeait en Afrique, au Congo ou autre. C'est ça qu'il faut capter. Et ensuite, on démarre notre collecte d'informations, c'est-à-dire que c'est dur, et ensuite, on va appliquer des outils méthodologiques et que ce soit plus inclusif, et on est là en intermédiation. Voilà, ça serait le rêve, quoi. Et pas là à imposer tout le temps, ou alors récupérer ce qu'on fait. On a des projets comme la Data Tracking Metrics de l'OIM qui est partie de Haïti, où là, on va traquer les IDP. Et au début, c'était avec eux qu'on avait construit ça. Et le gouvernement, les gouvernements et les associations locales, on aurait pu continuer là-dessus. Non, c'est devenu presque un outil propriétaire. Et voilà. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. C'est un petit peu, on est responsable quand même de notre gestion de l'information. Et on est là pour faire l'intermédiation avec le gouvernement, les populations civiles, les ONG et les UN. On est là pour ça. Voilà, c'était tout. Merci Fred. Je pense que c'est important de rappeler la responsabilité à la fois individuelle et pour chaque acteur et comme tu le disais, de rester vigilant parce que sinon le système est un peu contre nous et peut facilement amener des dérives avec des approches, des standards, des manières de faire qui sont contradictoires avec ce qu'on essaie de mettre en place. Martin N, tu veux réagir à ce stade ou est-ce qu'on passe un peu sur notre dernière question? Non. Donc on va demander à des intervenants qui souhaitent intervenir là-dessus un peu votre vision sur les évolutions futures du secteur en lien avec une approche localisée. Et je ne sais pas si Rim ou Lamine, vous voulez commencer? Bon, je pourrais peut-être commencer par quelque chose qui combine la question, la dernière question et celle-ci, en fait. C'est peut-être auprès des acteurs internationaux, si malheureusement, pour des contraintes peut-être budgétaires ou bien programmatiques, on n'a pas la possibilité de renforcer la capacité des acteurs locaux ou bien mieux travailler sur la question, on pourrait peut-être dupliquer un modèle en fait sur lequel on a travaillé en fait, c'est la notion de partenaire de connaissances locales. Donc, c'est des ONG locales ou bien des organisations de la société civile locale qui ont les ressources nécessaires pour mieux, pour plutôt former les autres associations ou bien les autres acteurs locaux sur la question de gestion de données et l'institutionnaliser au sein de ces acteurs locaux et que ces partenaires de connaissances locales soient les intermédiaires entre les bailleurs de fonds ou bien les acteurs internationaux et les acteurs locaux. Et c'est eux qui vont prendre le rôle de renforcement de capacité et de partage de connaissances auprès des acteurs locaux aussi. Donc, c'est plutôt une recommandation peut-être. Pas de souci, c'est pour ça qu'on est là également. Je ne sais pas si Lamine. Oui, en fait, tout à fait en phase avec ce qu'elle vient de dire, hein. Aujourd'hui, je pense que il est important que nous, en tant qu'acteurs locaux, qu'on puisse avoir plus, voilà, d'autonomie et de visibilité, en fait, en termes d'action qu'on mène sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout le travail fourni sur le terrain n'est pas trop visible, en fait. L'État ne reconnaît pas le travail qu'on fait parce que c'est le travail qu'on fait par commande et que les commanditaires, c'est eux qui traitent directement avec nos États, avec les bailleurs. Donc, du coup, on n'est pas trop visible sur ce processus-là. L'autre aspect aussi, c'est aujourd'hui, on a tendance euh, vraiment à travailler avec les acteurs étatiques pour avoir plus de visibilité au niveau local. Parce que ça nous permet vraiment, en fait, de montrer notre savoir-faire. Et aujourd'hui, si des partenaires ou des bailleurs arrivent dans le pays, l'État peut orienter, en fait,
ces décideurs, ces bailleurs-là et ces partenaires vers des ONG locales pour pouvoir travailler avec eux et voilà, mettre à profit le savoir-faire engrangé. Et aujourd'hui aussi, les partenaires qu'on a, que ce soit ONG, HOT ou bien d'autres partenaires, ils peuvent en fait signer avec nous des MOU qui nous permettent de vraiment travailler sur des thématiques et sur, voilà, avoir des renforcements de capacité de manière périodique pour répondre vraiment à des normes et à des standards donc, en termes de données. Et je finirai par dire que on gagnerait plus, en fait, à mutualiser nos interventions sur le terrain et avoir un standard de données qui est là, open source, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre les données, on a deux gains. En termes de mise à jour, on a des acteurs locaux qui sont là, qui sont prêts à aller faire cette mise à jour-là. Même au niveau communautaire, les gens peuvent vraiment mettre à jour cette information-là. L'autre gain, c'est on a en fait moins de dépenses à faire. Parce qu'aujourd'hui, l'ouverture des données permet d'avoir vraiment des ressources additionnelles qu'on peut égouiner dans d'autres interventions. Voilà un peu ma conclusion pour cette question et merci pour l'opportunité. Merci, Lamine. Je vous propose, comme on a commencé en donnant la parole au groupe URD avec leur perspective un peu sur le sujet plus large, de vous redonner la parole un peu sur ce côté, comment est-ce que vous voyez les choses avancer en lien avec vers quoi se tourne le secteur sur ces sujets-là. Oui, merci beaucoup Maëve et merci à tout le monde. C'était vraiment très intéressant et des perspectives très complémentaires sur un sujet qui est finalement peu exploré et peu débattu et on a vu l'importance en fait de ce sujet-là. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est en fait il y a un peu deux niveaux deux points d'entrée à deux niveaux différents. J'ai l'impression qu'en même temps, on est en train de voir comment améliorer le système parce qu'il est en cours et il fonctionne et il faut tenter de l'améliorer. Et en même temps, comment transformer le système. Parce que la question de la localisation, c'est une transformation d'un système qui a montré ses limites. Donc, en fait, il y a des recommandations dans tout ce qui s'est changé depuis 1 heure et demie, qui étaient à ces deux niveaux-là. Donc, améliorer le système en mettant des outils en commun, en mutualisant, en ouvrant les données et tout ça, c'est un premier niveau qui parfois porte en germe de la transformation, mais il y a aussi besoin probablement de faire un plaidoyer auprès des bailleurs sur cet enjeu-là, et je pense que c'est exactement votre propos à Carto NG, rendre ce sujet-là et rendre visible la question de la donnée au niveau des territoires. Je pense que c'est important parmi d'autres enjeux pour continuer à tenter de transformer le secteur. Et derrière ça, pour moi, ce qui apparaît, c'est une question de redevabilité. En fait, on est encore dans un système dont l'axe de redevabilité principal, il est très vertical, avec de l'extraction de données qui remontent, on a utilisé ces mots-là, hein, pour nourrir effectivement notre redevabilité bailleur, pour consolider la redevabilité institutionnelle. Et l'enjeu qu'il y a derrière la localisation, c'est une redevabilité qui est beaucoup plus, alors à 360 degrés, mais qui est beaucoup plus horizontale, entre acteurs, diversifiés, et dans lequel la question de la gestion des données, parmi d'autres, doit être traitée, comme par exemple, et j'ai bien aimé le terme de partenaire de connaissances locales apporté par RIM, c'est finalement l'apprentissage, même l'apprentissage de notre capacité de réponse aux crises, c'est-à-dire même les résultats des évaluations, la mesure de notre efficacité collective, elle devrait être d'abord et avant tout sur les territoires, d'abord et avant tout dans les terrains de crise. C'est pas encore le cas. On est encore beaucoup à faire des évaluations pour apprendre au niveau de Genève, de Paris, de New York, pour rendre compte à ces niveaux-là. Et je pense que derrière cet enjeu de localisation, et y compris avec la gestion des données, c'est effectivement remettre plus au niveau local
tous ces enjeux-là. Donc, je reviens au point de départ, c'est-à-dire c'est bien plus que simplement donner de l'argent, en fait. C'est comment est-ce qu'on apprend ensemble, comment est-ce qu'on comprend ensemble, comment est-ce que les uns et les autres soutiennent un écosystème d'acteurs sur un territoire donné qui fait face à une crise. Donc, et donc voilà, je pense qu'en même temps, on peut améliorer le système tel qu'il fonctionne et tenter de le transformer, ce qui peut amener, y compris dans vos travaux à Carte ONG, du coup, deux niveaux de recommandations, comme vous le faites déjà, hein, des recommandations pour les acteurs aujourd'hui et des recommandations qui s'adressent effectivement plus en termes de plaidoyer vis-à-vis du système des Nations Unies, en termes, pour la coordination, vis-à-vis des bailleurs de fonds sur ces questions de redevabilité et vis-à-vis des acteurs du système. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments, c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Ça reste un des sujets clés de notre, on l'espère, futur projet AFD sur lesquels on enclenche donc pour les 3 ans à venir. Mais je vous propose de donner le mot de la fin à Martin N, qui était l'auteur de l'étude, pour voir qu'est-ce que tu as appris avec tout ça et qu'est-ce que tu souhaites en faire pour la suite. Merci Mev, donc merci à tous les intervenants et tous les participants et participantes. Moi, déjà, je suis ravi de voir parce que quand on a lancé un peu cette étude, on savait pas trop si ça intéressait des gens à part Carte ONG, hein. Honnêtement, l'enjeu donné dans le secteur de la solidarité internationale avec un axe localisation, c'est quand même assez pointu. Donc là, on arrive à rassembler une grosse trentaine de personnes qui ont l'air de bien s'intéresser au sujet, voilà, de partenaires, mais pas que. Donc nous, ça nous motive hein, pour continuer le travail sur ce sujet. Comme l'a dit Mev, on va essayer d'intégrer ça. On l'a mis un petit peu dans les prochaines phases du travail avec l'AFD. On va faire une session assez similaire pour s'il y en a qui participent en ligne ou en présentiel à la Humanitarian Network Partnership Week en mai, donc en présentiel à Genève, mais aussi en ligne, cette fois-ci en anglais. Donc, l'idée, c'est d'un peu de compléter avec une audience plus internationale. Ça va nous permettre de continuer d'explorer le sujet, voir l'intérêt. On en parle évidemment à nos partenaires, donc notamment l'Agence française de développement, mais pas que. Et peut-être qu'il y aura une V2 de l'étude en fonction dans les prochains mois ou années, si ça rencontre son public. D'ici là, dans tous les cas, je vous propose, je l'avais mis dans le chat, si vous avez des idées d'articles, de témoignages, etc., qui vous paraissent pertinents sur le sujet, comme je l'ai mis dans le chat, c'est très très loin d'être exhaustif, hein. On a fait ça en quelques semaines, voilà, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça servira soit sur une V2, soit à nous nourrir en fait en général hein, dans notre réflexion. Et donc, sur la suite des événements, on va dire un peu plus concrètement au-delà de l'étude, bon, là, ce qu'on peut dire, c'est que on essaie un peu de faire notre part à Carte ONG sur ces enjeux. Donc, c'est forcément limité, hein. On est une petite organisation, on n'est que sur une partie du champ, c'est que la question des données, hein, qui est qu'une, même si Véronique l'a dit, c'est important, mais c'est une petite question à l'échelle du système de la solidarité internationale. Après, on fait des petites choses, on en a parlé un peu, je vous invite à le regarder. Il y a une section là-dessus dans l'étude sur notre Learning Corner qui propose plein de ressources libres pour les organisations, pas que locales, mais notamment. On a toute une offre aussi de support pro bono pour les petites organisations par nos volontaires, qui peut être aussi intéressante pour les organes locales, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ça. Et en fait, de manière plus générale, Carte ONG, on essaie de pousser aujourd'hui, notamment vis-à-vis de nos partenaires et bailleurs, des projets autour de ces questions de soutien aux acteurs locaux. Donc, on l'a dit, il y a un petit bout avec l'AFD qu'on espère débloquer prochainement, mais on a d'autres idées en tête. Donc, il y a notamment un groupe de communauté OpenStreetMap dont la mine fait partie, avec qui on travaille un peu sur cette notion de réseau d'acteurs dans différents pays qui sont capables de fournir du support localement. Donc, si tout ça vous intéresse, que ce soit en tant, on va dire, qu'usager, si vous êtes plutôt une ONG, ou pourquoi pas pour les plus gros, si vous pouvez un peu nous appuyer quand on va faire du fundraising avec des bailleurs, si vous avez des idées dans vos bailleurs ou vos gros partenaires de gens qui s'intéressent à ces questions, qui pourraient vouloir travailler dessus. On est aussi preneur, hein. Là, clairement, c'est un sujet où Carte ONG peut ouvrir un peu la réflexion, proposer des idées, mais on ne fera pas tout seul. Et de toute façon, ça serait incompatible avec ce qu'on prêche en termes de localisation si on voulait tout faire tout seul. Donc, ça sera forcément un effort collectif. On veut bien y prendre notre part, on souhaite y prendre notre part en termes un peu de facilitation, d'amener des idées, etc. Mais ça ne marchera que si différents acteurs se mettent autour de la table. Merci. Merci Martin. Merci également à tous nos intervenants pour ce débat que j'ai trouvé
passionnant. J'espère que c'est une première avant d'autres conversations qui continueront et surtout des bonnes pratiques qui se mettront en place. Donc, désolé, on a un petit peu dépassé, pris par l'euphorie des discussions. Mais de toute manière, comme je le mettais dans le chat, le webinaire sera revisionnable sur notre chaîne YouTube si certains souhaitent le relayer aux acteurs qui ont le plus besoin d'en entendre parler, qui ne sont pas forcément toujours autour de la table lors de ces discussions. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de Cart-ONG, à prendre contact. On a un certain nombre de newsletters qui permettent aussi d'en savoir plus sur la suite des ressources qu'on développe ou des événements qu'on fait autour de ce type de sujet. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. également. Merci beaucoup. Au revoir. Ok.